C'est bon, je peux y aller là? Wouhou! Bonjour! C'est bien ça là. Non, c'est correct. J'adore la cuisine thaï. Et Gérard Collard, avec crêpeur. Je vous parle d'un temps. C'est un peu... Ça, c'est pas du tout un livre. J'ai même plus faim. Et je connais le plafond. On n'est pas tout à fait d'accord avec Gérard aujourd'hui. C'est ma chronique. Le pitch est aussi mince que la taille d'Ariane Dombal. C'est l'intrigue policière. Je suis pas sûre d'avoir pas dit une connerie en fait. Ouais, voilà. Ok, à bientôt. Je m'appelle Valentin Musso, j'ai 33 ans, je suis enseignant agrégé de lettres classiques. Je vis et j'enseigne les lettres donc, à Antibes sur la Côte d'Azur et je suis l'auteur de 2 romans, La Ronde des Innocents et Les Cendres Froides. Alors mon coup de cœur c'est Les Feuilles Mortes de Thomas H. Cook, qui est un auteur qui est encore un peu sous-estimé je trouve en France. Les Feuilles Mortes c'est un petit chef-d'œuvre du roman noir. Paradoxalement, c'est un roman qui débute de façon assez banale pour un policier puisque c'est la disparition d'une fillette. Mais le suspect va être un adolescent qui est le fils du narrateur. Et le narrateur va être tout au long de l'histoire partagé entre l'envie de défendre évidemment son enfant et le doute qui le gagne petit à petit. C'est une écriture assez froide, assez clinique. C'est un auteur qui arrive à radiographier en fait une famille américaine apparemment sans histoire. Mais cette radiographie va conduire à un final assez glaçant qui moi personnellement m'a cloué sur mon fauteuil. Donc c'est un livre vraiment que je recommande. Alors ça c'est mon second roman qui s'appelle Les Cendres Froides qui vient de paraître aux éditions Les Nouveaux Auteurs. C'est un thriller historique et familial qui commence par une découverte. Le narrateur de l'histoire, à la mort de son grand-père, va découvrir que celui-ci aurait travaillé dans ce qu'on appelle un Lebensborn, qui est une maternité nazie qui accueillait pendant la Seconde Guerre mondiale des jeunes femmes enceintes de membres de la SS. Et au même moment, dans un petit village de la Marne, il y a une octogénaire, une femme sans histoire qui est retrouvée assassinée. Et qui est en fait la victime très longtemps après la guerre de l'entreprise eugéniste menée par les nazis. Et un petit peu comme dans mon premier roman, les deux histoires vont se réunir pour mettre à jour des secrets de famille enfouis sous les cendres froides depuis des décennies. Biographie en livre de poche qui vient de paraître de Dominique Bonnat, Clara Malraux, biographie. Il n'y a rien à dire, hein. Femme de Malraux, femme extraordinaire, femme d'un siècle, histoire d'un siècle, il lui en a fait voir. Elle a une vie dramatique, enthousiasmante et tout, c'est toute l'époque des 30, 40 et ainsi de suite. C'est tout Malraux avec cet égoïsme des pseudo-génies, parce que je suis pas sûr que Malraux soit un génie, mais bon, il a écrit des... Bon, voilà. Donc, à mon avis, sa vie était plus géniale que ses livres. Clara Malraux, femme extraordinaire, hors du commun, c'est moi une des grandes biographies de ces dernières années et vous avez tout. Là-dedans, vous avez, c'est une précurseur, c'est quelqu'un qui a ouvert la porte aux femmes d'aujourd'hui, que certaines sont en train de refermer d'ailleurs en ce moment. Et voilà, ça s'appelle Dominique Bonnat, Clara Malraux, biographie chez Livre de Poche, ça ne vaut que 7,50 € et c'est une merveille. Ce n'est pas une crise, alors... Voilà, je vais vous lire la bande du livre dessus. Il y a, en novembre 2004, Philippe de Sertine écrivait dans Libération, bon, personne n'est parfait, il écrivait dans Libération, hein, mais bon, voilà. L'immobilier américain et la traînée de poudre menant au stock de dynamite sur lequel est assis le système économique international. Et si ceux qui nous avaient prévenus avaient quelques idées d'avance, c'est-à-dire que, voilà, il avait prévu un peu en 2004 ce qui allait arriver aujourd'hui. Et voilà, ça c'est ce que c'est, enfin, il vous explique que ce n'est pas une crise, c'est vraiment un changement fondamental et qu'on essaye de nous faire croire une crise, mais en fait, c'est pas une crise. Et vous en avez un autre, alors là, qui est... Ça craint un peu, hein, comme vous le disiez. Bon, si on est optimiste, on se dit que, voilà, ça s'appelle « Le monde s'en va en guerre » et il vous explique tous les risques de guerre
Voilà, quand le système capitaliste et quand tous les systèmes, la seule solution, c'est peut-être une guerre à l'échelon mondial pour remettre les trucs à niveau, mais peut-être est-il trop tard, peut-être n'est-il pas trop tard. C'est vraiment passionnant, ça c'est comme un roman de science-fiction, c'est absolument génial. Donc n'oubliez pas Philippe de Sertine, pour moi c'était une grande découverte. Et puis un écrivain, enfin un économiste qui a de l'humour, c'est vraiment très rare, qui sait rire, qui sait boire. Oh, je suis en train de lui faire une image, c'est l'économiste qui sait lire, qui sait boire et qui a une jolie femme. Donc voilà, c'est très bien. Qui habite à Bordeaux en plus, ses enfants, et en plus il n'est pas coincé. Remarque, c'est pas parce que vous êtes à Bordeaux que vous êtes coincé. Hein. Je connais des Parisiens qui sont coincés et bon. Allez-y, moi c'est mon grand truc. Amoureux de la lecture, salut! Je vous dis merde, et non pas vous évidemment, c'est Philippe XVI qui a écrit ce bouquin, Je vous dis merde. Alors, il y a 3 personnages et c'est divisé en 3 chapitres. Premier personnage, une écriture super sympa, drôle, pleine d'humour et tout. On découvre l'histoire, c'est un gars qui écrit des scénarios, ses copains ils ont réussi, du coup il décide d'en buter un et de faire accuser l'autre. Enfin, c'est assez top. Et deuxième personnage, on se retrouve avec le fils de cet assassin. Et donc le style change complètement et c'est bourré de sexe. Donc moi personnellement c'est un peu glauque après. C'est très bien au début, moyen au milieu et moyen à la fin. C'est pas uniforme en fait comme écriture, mais ça vaut le coup quand même d'être lu, rien que pour le premier chapitre qui est à mourir de rire. Je suis pas très généreuse, je lui mets que 6, mais lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Petit nanaternaute, à bientôt alors, salut. J'ai adoré encore. Ne plaisantez pas, ne fermez pas, c'est pas une 1er avril. C'est Maurice Chevalier, dans La vie faut penser en vers, c'est ses mémoires chez Omnibus. Les enfants, j'ai passé un moment, je vous dis pas, j'étais au bord de la mer, j'avais plein de choses à lire et je me suis lu ça avec un plaisir. Et attention, Maurice Chevalier. Alors, Maurice Chevalier, hein, c'est ma pomme, Youblaboum, enfin, il y a plein de choses, enfin, c'est un monument, hein. Mais souvent, c'est caricaturé pour plein de gens, c'est un vieux chanteur, les années 1930, 40. Et quand vous lisez ça, vous allez découvrir que c'est pas du tout ça, ce bouquin. Déjà, c'était un type qui était complètement novateur à l'époque. C'est-à-dire que, vous saviez peut-être pas, mais c'est celui qui a inventé le one-man show. C'est le premier homme qui est chanté tout seul. C'est celui qui a découvert que le cinéma, c'était hyper important. C'est le premier qui est parti aux États-Unis, qui a réussi son coup. Il était extraordinairement moderne. C'est lui qui a découvert tout de suite l'importance de la TSF. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Hein. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est une histoire de la France à travers un chanteur, c'est-à-dire vous voyez, une autre vision du monde. Les premières parties, c'est un des magnifiques bouquins sur les gens, la population pauvre, enfin sur les gens populaires de Paris, Ménilmontant, Belleville, d'avant la guerre. Il y a un portrait de sa mère qui est absolument remarquable. Vous découvrirez la pauvreté dans lequel il est issu, mais un milieu très pauvre, mais qui était beaucoup aimé par sa mère. Que bon, il n'a pas manqué d'amour à ce niveau-là. Alors, il y a ses mémoires, et puis il y a d'un autre côté ce qu'on appelle les carnets de notes. Il y a tous les gens qu'il a rencontrés à Hollywood, les grandes vedettes, il y a plein d'anecdotes. Vous découvrez Cocteau, il lui raconte qu'il a été très malade. Plein. Attendez, ce type, il a rencontré, je veux dire, c'est un rêve, quoi. Il écrit, c'est très sympa, parce qu'il vous parle du genre, ouais, je me prends pour un grand écrivain, mais je suis pas un grand écrivain. Ça ressemble à la fois, ça parle de tout le monde, hein, alors là, je prends n'importe quoi, mais il va vous parler de Louison Bobet, le cyclisme, il va vous parler de Louis Jouvet, de Cocteau, il va vous parler de Picasso, il va vous parler des Siegfried Follies, de Broadway, c'est génial de chez génial, les enfants. Alors, soyez pas trop stop, vous laissez tomber vos trucs, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Ça s'appelle Maurice Chevalier, dans La vie, faut pas s'en faire, Omnibus. Et là,
c'est ce que j'appelle la France, une des racines de la France, c'est-à-dire que vous sentez d'où vous venez et peut-être le terreau d'où on est issu. Alors il y a toute une génération qui ne connaît pas, mais il ne faut pas oublier que si on est ce qu'on est, c'est aussi, ça en fait partie de notre image. Omnibus, c'est génial. Un petit film pour changer, ça s'appelle La vie d'une autre, c'est de Sylvie Testu, vous connaissez l'actrice qui devient aussi réalisatrice. C'est avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Ça sort le 15 février. Alors, première chose, c'est inspiré d'un livre qui était magnifique, qui s'appelle La vie d'une autre de Frédéric de Gelt aux éditions Actes Sud. Ça vous permet de le relire et c'était très très bien. Alors c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Marie, qui voilà, elle a 25 ans, elle rencontre un homme, une nuit d'amour torride. Elle va se coucher, elle est dans le lit avec lui et la scène suivante, elle se réveille le matin, elle a plus la même tête, elle a vieilli, elle avait les cheveux longs, elle les a courts. Et elle se réveille, elle voit son visage, elle a manifestement au moins la quarantaine. Elle est dans un appartement absolument sublime alors qu'elle vivait dans un tout petit appartement. Il y a un enfant, il y a une femme de ménage, il y a un énorme salon qui donne sur la Tour Eiffel. Et le seul point d'accroche qu'elle a, c'est que il y a un bureau où se trouve l'homme qu'elle a aimé, mais manifestement il y a au moins 15 ans. Et en fait, elle se réveille donc d'une amnésie de 15 ans. Voilà, elle a 40 ans, elle a oublié les 15 ans précédents. Et ce qui est passionnant, c'est que donc elle s'est arrêtée, c'était une histoire d'amour qui démarrait, et elle se retrouve 15 ans plus tard. Elle est devenue une femme d'affaires apparemment ambitieuse et dure, mais qui a réussi. Elle a un petit garçon, donc très clairement, elle s'est pas beaucoup occupée. Un mari qui est en train de la quitter puisque le divorce est en cours. Et tout ce qu'elle perçoit d'elle-même à ce moment-là, de ce qu'elle est devenue, cette femme, ça lui plaît pas du tout. C'est une femme qui est dure, qui est ambitieuse, qui est pas attentive aux autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas. Et voilà. Et elle va essayer, de réintégrer sa propre vie, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 15 années, comment ne pas laisser partir cet homme qu'elle aime encore, enfin, ou qu'elle aimait, en tout cas, il y a 15 ans. C'est extrêmement bien joué par Juliette Binoche, qui joue l'angoisse de l'amnésie absolument à merveille, mais vraiment, elle joue très très bien. Bien sûr par Kassovitz aussi, mais c'est vraiment elle qui est le pivot de ce film. Et c'est une réflexion très intéressante, presque moins, j'allais dire, sur l'amnésie que sur le regard qu'on peut porter sur la vie qu'on a eue, sur finalement ce qu'on est devenu, et sur la déception qu'on peut avoir de l'être qu'on est devenu et des ambitions qu'on avait quand on était plus jeune. C'est voilà, c'est vraiment beau, c'est prenant, c'est bien joué, c'est à voir. On est en compagnie là du parrain de cet événement, le professeur Axel Kahn. Évidemment, tout le monde le connaît, hein. Je pense que c'est difficile de ne pas le connaître, mais enfin, c'est quand même un de nos plus éminents spécialistes d'éthique génétique en France, qui est également à l'université Paris 5. Paris Descartes. J'y arriverai jamais à ça, hein. C'est vraiment un honneur qu'il soit le parrain ici. Alors, qu'est-ce qui vous a... c'était quoi les motivations pour venir ici ? C'est le livre, d'une part, de poche, d'autre part. Le livre, naturellement, vous savez, vous vous rappelez, il y a une décennie ou 2 décennies, il y avait une publicité qui montrait un monde gris, abominable, un monde sans publicité. Alors, il y a comme ça des horreurs absolues. Il y en a 3 pour moi. Pas un monde sans publicité, je pourrais. Il y a un monde sans amour, un monde sans sexualité et un monde sans livre. Et par conséquent, faire une foire pour le livre, il fallait que je fusse là. Alors le livre de poche est important, car c'est le livre familier. C'est le livre que l'on trouve, on a la main dans la poche et on y trouve un objet grâce auquel, comme à travers le miroir, on a accès au monde entier. Uniquement par ce geste de tous les jours. Pour fêter cela, il était nécessaire, comme je vous l'ai dit, que je vinsse. Voilà, et puis ça permet aussi à tous les gens qui n'ont pas trop de moyens, parce que le livre c'est cher, d'avoir accès à la culture et d'avoir accès à vos livres, à vos explications, et ça c'est quand même important que ça ne soit pas réservé à une élite. Vous savez, dans les livres que j'ai écrits, j'en suis à une quinzaine maintenant, un des points qui effectivement m'a touché, c'est que tous, pratiquement, sauf j'imagine le dernier, mais à part le dernier, tous ont été édités en poche. Et donc il y a eu la possibilité que les lecteurs intéressés le lisent dans le caractère, je disais tout à l'heure, un peu intimidant de la version originale, et puis également dans cette
atmosphère beaucoup plus familière, beaucoup plus intime, beaucoup plus coutumière, habituelle du livre de poche. Le livre de poche, on l'emmène avec soi, on l'achète à la gare, on le lit véritablement. Le livre de poche, c'est la vie. Et puis ce qu'il y a de merveilleux aussi avec vos livres, c'est que non seulement on se sent un petit peu plus intelligent, et puis on vous découvre aussi vous à travers vos livres, et ça c'est un grand bonheur. Oui, non, puis je voulais signaler parce que les gens souvent se disent, oh, ce sont pas des livres pour moi, ça. Ils se disent, il est trop intelligent, ça va être, non, c'est pas pour moi. Donc ils passent, ils vous regardent intimidés, à peine dire bonjour et tout. Donc je vous conseille franchement, moi j'ai un mononeurone que je cultive, voilà ma petite gymnastique, et je peux vous dire que j'ai lu plusieurs des livres d'Axel Kahn et qui sont absolument lisibles par tout le monde. Et quand on dit que ça rend plus intelligent, c'est vrai parce que il vous fait réfléchir à des questions auxquelles vous n'étiez pas, vous étiez même insensible complètement à propos des questions qu'il vous pose. Donc là, je bafouille, mais voilà, c'est l'émotion. Non, mais allez-y, précipitez-vous parce que ça va être un grand moment d'intelligence et de réflexion. Voilà, et puis c'est rare, c'est vrai, de pouvoir rencontrer Axel Kahn qui travaille énormément, donc qui n'est pas toujours disponible, donc c'est un vrai plaisir. Et comme les vacances arrivent, vous prenez comme ça 1 ou 2 Axel Kahn pour vos vacances, et voilà, et vous allez sur la plage devenir intelligent, et ça, c'est vraiment un bonheur. Alors, je vais vous dire, je ne rends pas intelligent parce que je fais avec les livres, et tous les auteurs font avec les livres, ce que j'essaye de faire en tant que président d'université. Et j'aime beaucoup cette image, une espèce de maïeutique intellectuelle. Je crois que dans la plupart des gens, il réside une richesse extraordinaire. Et lorsque les livres aident à faire émerger la richesse qui réside réellement dans les gens, alors ils atteignent leur but principal. Merci beaucoup. Axel Kahn, parrain de cet événement qui vraiment nous fait un immense bonheur d'être là. Surtout, vous ne le ratez pas. Dan Boildel, Code 1879, ça vient de paraître en poche. Collection Babel. Alors, on est à Londres, à notre époque. On retrouve dans un cimetière un type assassiné sauvagement. La seule caractéristique, c'est qu'on lui a tatoué sur la peau au couteau 1879. Alors, comme on est une époque formidable et qu'on a beaucoup d'imagination, on se dit c'est le code de PIN d'un portable. On va pas plus loin, hein. Malheureusement, c'est pas un code PIN, on fait tout. Puis il y a des choses bizarres dans ce meurtre et tout. Le type, il est un peu bizarre, donc on fait appel à un généalogiste. Et de fil en aiguille, on va se rendre compte que dans le même cimetière, à l'époque victorienne, il y avait déjà eu des meurtres. C'est un aller-retour entre l'époque victorienne et notre époque. C'est génial, c'est un polar monstrueux. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Ça vous donne envie d'aller voir Londres. Et quand on vous dit que dans les cités françaises, c'est très très dur en ce moment, je vais vous dire, les cimetières anglais en 1879, c'était pas mal non plus. Moi maintenant, quand je vais à Londres, les cimetières, j'évite, hein, parce que même en plein jour, parce que ça craint un max. Hein. Ceci dit, c'est une bonne façon de ne pas oublier son code secret quand vous avez votre portable. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes mort, ça ne fait pas grand-chose. Alors, Dan Vadel, Code 1879 chez Babel. Alors aujourd'hui, un livre, c'est l'exemple qui va vous montrer que je suis honnête. Je me suis étonnée moi-même. C'est-à-dire que parfois, j'aurais tendance, pour certains livres extrêmement parisiens, comme dirait Gérard, à ne pas les lire et à en parler, sans dire évidemment que je les ai lus, mais voilà, en disant je ne lis pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et cette fois-ci, je suis allée au bout de ce que je pensais, c'est-à-dire j'ai voulu voir si vraiment le bal des hypocrites de Tristan Banon au Diable Vauvert était ou pas inintéressant. La première idée donc que j'avais, c'est effectivement que ça m'intéressait pas du tout de lire ce livre. Et voilà, et comme je suis honnête, je l'ai lu et je suis bête parce qu'en l'occurrence, ça m'a intéressé. Bien sûr que je vais pas juger l'histoire, c'est pas mon propos du tout. Je n'ai ni sympathie ni antipathie pour cette jeune femme, donc j'ai un avis qui est totalement neutre. Mais c'est vrai que j'aime pas dire du mal d'un livre que j'ai pas lu. Donc ça, c'est pas mon style. Donc je voulais vraiment le lire et ce que j'ai retenu de ce livre, d'abord, c'est qu'il est bien écrit. Ensuite, à moins qu'elle soit elle aussi hypocrite, mais je ne le sens pas comme ça, c'est un vrai cri de souffrance, un vrai.
Elle s'explique sur différents épisodes, notamment l'épisode chez Thierry Ardisson où elle avait beaucoup choqué. Elle raconte comment ça s'est passé et pourquoi elle a laissé cette impression-là. C'est assez touchant. Elle fait beaucoup réfléchir sur ce que l'on dit et ce que l'on répète beaucoup sans savoir, hein, sur la façon dont les rumeurs sont alimentées et se répandent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Elle a des histoires très concrètes qu'elle raconte de son histoire à elle, de son cas à elle, et où on mesure qu'effectivement, peut-être que nous aussi, on participe parfois à ce genre de chaîne qui va s'enchaîner, des petits maillons qui vont s'enchaîner les uns aux autres, parce qu'on va colporter quelque chose qu'on aura entendu et qui va finir par faire vérité, alors que c'est complètement faux. Et quand ça revient à la figure du principal protagoniste, ça doit être extrêmement violent. Donc c'est intéressant pour tout ça. Le personnage reste malgré tout pour moi assez ambigu. Elle dit notamment qu'elle ne veut plus être reconnue. Dans ce cas-là, moi je ne comprends pas pourquoi elle met sa photo en une, parce qu'on ne peut que la reconnaître. Voilà, elle est malgré tout assez ambiguë dans son comportement. Il apparaît très clairement qu'elle n'a pas dû avoir une enfance facile ni très heureuse, donc peut-être que ça explique beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est un livre qui est, je trouve, touchant et bien écrit et qui mérite d'être lu. En tout cas, sûrement avant d'en dire quoi que ce soit. Alors Gilles Le Gardinier, je l'avais pas lu, enfin Demain j'arrête, ça s'appelle Demain j'arrête chez Fleuve Noir. Je l'avais pas lu, mais Gilles Le Gardinier, je connais parce que ce type, il avait écrit un des bons, excellentissimes romans policiers de l'année dernière, et qui s'appelait Nous étions des hommes. Si vous recherchez dans la télé Griffe Noire, vous retrouvez la chronique que j'avais fait là-dessus. En plus, ce type, je l'ai reçu, il faut être honnête, hein, je l'ai rencontré à la foire du livre de Brie. C'est un monsieur super sympa, discret, modeste, comme ça n'existe plus à notre époque dans ce milieu. Hein, parce que un mec modeste, sympa et discret dans ce milieu, je vais vous dire, c'est comme un diamant, voilà. Bon, la couverture, hein, je dois dire, moi, le chat avec le truc, c'est pas trop mon truc. Le résumé, j'avais lu, mais ils m'ont tellement gonflé que j'ai lu. Alors, les enfants, si vous avez marre du chômage, de Sarkozy, de Hollande, de le FMI, de la Grèce, des cancers, de tout, du sida, les filles, écoutez, hier, je vais vous dire, j'étais à un cocktail de la préfecture. Ouais, parce qu'il faut que Gérard Collard, la télé, donc on va chez le préfet et tout, d'ailleurs charmant. Et la femme je rencontre la femme du préfet, charmante. Alors là, je dois dire, c'est très belle rencontre. Au moins, je me suis pas emmerdé. Qui lit? Étonnant, mais génial. Et elle me dit, écoutez, j'ai lu un livre qui m'a fait super du bien, oh là, j'avais pas le moral, j'ai repris à zéro. Mais vraiment, ça m'a redonné du tonus, ça s'appelle Demain j'arrête. Et les enfants, c'est exactement ça. Alors j'ai lu, hein, si vous êtes Inrecuptible, Télérama, vous voyez, du genre, il n'y a pas en dessous, Marcel Proust, c'est limite parce qu'il est un peu vulgaire, vous voyez. Claude Simon, voilà, prix Nobel chez Édition de Minuit, ça va encore. Vous voyez, Marguerite Duras, c'est encore dans sa première période. C'est pas pour vous. Hein. Il s'est amusé. C'est une sorte de ce que j'appelle, c'est ce genre de fille mode d'emploi. L'histoire, c'est très simple. Vous avez une jeune femme qui vient de se faire larguer, hein, comme généralement les jeunes femmes se font toujours larguer dans ce genre de roman. Et puis elle voit un bonhomme, enfin elle est dans son appartement, puis elle voit qu'il y a sur une boîte aux lettres, il y a un nouveau nom. Et le gars, il s'appelle David Patatras. Et alors, quand on s'appelle Patatras, comme vous connaissez les filles, hein, il faut qu'elles sachent, il faut qu'elles connaissent. Elle se fait déjà tout un truc, pourquoi Patatras, ça doit être un vieux, ringard et tout. Elle veut connaître et donc, elle va commencer à zioter, à regarder qui est ce type. Et là, elle va tomber sur un type trop top de chez top, hein, je vais vous dire. Et va commencer une histoire de drague, enfin d'amour, enfin comme il est trop beau, il est intelligent, il va y avoir des scènes d'enfer. Le premier dîner, il va y avoir carrément une inondation, une explosion, enfin un truc. Elle va pas arrêter de se péter la figure parce que elle le regarde de partout. Puis il est quand même bizarre ce type parce que il y a quelque chose. Elle va se mettre au marathon parce qu'il se met au marathon. Elle était dans une banque. Elle va devenir boulangère. La pauvre fille, elle en peut plus. Hein. Elle bave. Enfin, c'est une expression. Je peux pas employer autre chose, mais elle en peut plus. Quoi. Elle est amoureuse et vous êtes complètement dans le truc. Je veux dire franchement,
je me disais, il faut que tu arrêtes de lire ça, c'est pas possible. Et vous êtes dans la tête d'une fille, et il y a une chute. Parce que pas con le mec, hein, il écrit des policiers, ça se sent. Et là, vous dites, il vous entraîne quelque part, autre part que vous vouliez, et vous allez être vachement, vachement surpris à la fin. Et alors, le plus beau, en plus, accessoirement, ça va vous changer la vie, vous êtes marrant, vous avez passé un bon moment. Et j'ai été hyper touché par les remerciements qu'il fait à la fin. C'est-à-dire qu'il remercie les gens qu'il aime, les gens, alors généralement, quand on vous dit ça, c'est merci à ma collègue qui m'a aidé à avoir les restes. Et là, il remercie les amis qu'il aime, il remercie tous ceux qu'il connaît avec un petit mot pour chaque. C'est bouleversant. À la fin, franchement, là, les filles, elles en pleuraient presque. Hein. Déjà, elles étaient avec l'histoire, elles en pleuraient. Mais alors là, c'était Kleenex. Hein. Je veux dire, si on avait regardé autour, il y avait que des Kleenex autour. Ça s'appelle Demain j'arrête, Gilles Le Gardinier, Fleuve Noir. C'est un antidépresseur. Je veux dire, voilà, ça doit être remboursé par la Sécu. Ça va vous faire tout oublier pendant 300. C'est 300 pages de bonheur avec plein de rebondissements, plein d'amour, plein d'humour. Ce type, il est génial parce qu'il a réussi à faire complètement quelque chose de différent de ses précédents romans. Et on a l'impression que c'est écrit par une fille. Alors là, franchement, chapeau monsieur Gilles Le Gardinier. C'est aux éditions Fleuve Noir. Carnaval animal, c'est chez Helium. Et alors là, vous pouvez faire des... Regardez, c'est génial parce que vous pouvez faire... Alors ça, c'est votre animal normal, mais vous pouvez vous amuser. Voilà. Voyez, regardez, hop. Ah, il est marrant. Et là, voilà. C'est super drôle. Ça ressemble à un livre de Queneau. Voilà. Donc c'est génial de chez Génial. Ça s'appelle Carnaval animal. C'est chez Helium. Bonjour, je m'appelle Éric Lemasson, je suis auteur du livre L'assassinat du docteur Godard, publié par les éditions Les Arènes, et je suis par ailleurs journaliste d'enquête et réalisateur de documentaires à la télévision. J'ai un passé de journalisme d'enquête où je me suis intéressé plusieurs fois à des gros dossiers par le passé. Donc cette fibre de l'investigation, comme on dit, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, même si j'avais un peu tourné le dos à ça ces dernières années. Et puis par ailleurs, j'écris des récits dans la revue 21, par exemple, sur la Normandie. Il se trouve que c'est ma région natale. Et voilà, l'un dans l'autre, ces deux raisons font que je me suis intéressé aussi à cette affaire Godard parce que, comme tout le monde, c'est une affaire qui m'a fasciné depuis toujours. C'était une énigme, c'est probablement l'énigme criminelle la plus importante de ces 20 dernières années. Et jusqu'à présent, nous avions que quelques éléments d'un puzzle incompréhensible. Et voilà, je me suis intéressé à cette affaire et très rapidement, j'ai eu la chance d'être sur la bonne voie, si je puis dire, et d'avoir accès à des sources privilégiées qui m'ont permis vraiment d'apporter du nouveau sur ce dossier. Maintenant, je crois, alors sans fausse modestie, qu'on ne peut plus regarder cette affaire criminelle de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir cette affaire Godard comme un simple drame familial, mais comme autre chose, et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre. J'ai eu la chance d'être très vite sur la bonne piste. Donc ça aide à continuer, ça aide à se dire ce que j'ai comme matière est extrêmement intéressant et je dois bien avouer que moi-même je ne voulais pas croire à ce que je découvrais parce que pour moi dans cette affaire initialement c'était juste un drame familial, certes mystérieux mais c'est tout. Et lorsque j'ai découvert ce que je découvrais, grâce notamment à des sources au plus proches des dossiers judiciaires, il y a plusieurs enquêtes en cours, je ne voulais même pas croire à ce que je découvrais, mais j'avais la certitude que c'était de la matière absolument intéressante. Et donc ça incite à continuer. Après, j'ai pas eu de difficulté particulière. La vraie difficulté qui a été la mienne, je dois bien l'avouer, c'est de me dire, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Parce que c'est une affaire dangereuse, parce qu'il y a des commanditaires et des meurtriers qui courent toujours, il y a des meurtres impunis. Et découvrant ce que je découvrais, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'arrêter parce que ce serait plus prudent, parce qu'il vaut mieux laisser la justice œuvrer, ou est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et pendant plusieurs mois, je me suis posé cette question et j'ai décidé de continuer, d'aller au bout en étant extrêmement prudent, je crois. Mais c'était un choix qui n'était pas facile, de se dire c'est quand même un dossier
qui potentiellement oui, est risqué. J'ai très vite su que ce serait un livre et pas autre chose, même si mon métier quotidien c'est de faire des documentaires et des récits en images. Parce que, pour plein de raisons, d'abord parce que c'est quelque chose, cette matière-là, qui était immense et qui était beaucoup plus facile finalement à traiter de manière écrite. Deuxièmement, c'est une envie profonde que j'ai de faire des récits par écrit. Et au-delà des révélations, en fait, au-delà de l'enquête, ce qui m'intéressait véritablement, c'est de faire le récit d'un homme hors du commun, même s'il a eu un destin tragique, qui a eu une vie extrêmement riche, extrêmement pleine. Et ce qui m'intéressait vraiment au-delà de l'enquête, c'était pas justement de faire un livre de journaliste, mais c'était de faire un livre, non pas du tout de la fiction, tout ce que je raconte est vrai, mais traité d'une manière qui soit, alors, pardon d'être présomptueux, mais qui s'approche, qui tente de s'approcher plutôt de la littérature que du simple récit journalistique. Moi, j'ai juste un modèle, tout le monde l'a, mais moi aussi je l'ai, et c'est un modèle absolu, c'est Truman Capote, de sang-froid. Et alors je dis absolument pas que je réussis à faire la même chose, mais c'est en tout cas quelque chose qui m'habite, qui m'anime, c'est de faire des récits sur la réalité, avec l'arsenal qui est généralement dévolu à la fiction. Ce que j'ai essayé de faire, c'est pas me substituer à la justice, donc moi j'ouvre des pistes, mais je vais pas plus loin. Amoureux de la lecture, salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de dessert barbare, de Maud Tabachnik. Et j'ai mis des protège-oreilles parce que je vais me faire tirer les oreilles. J'ai pas aimé. Bon, alors, c'est l'histoire d'un meurtrier qui a une espèce de troupe, c'est comme un gourou. Ils le suivent partout, il fait chaud, c'est gratuit, c'est vraiment barbare. Finalement, ça porte bien son titre. Mais moi, violence gratuite, sans fin, sans but, je trouve que les personnages principaux sont bof. Donc ça m'a pas transporté dans le désert, mais dans la barbarie, oui. Donc je suis désolée pour Maud Tabachnik, hein, j'en relirai un autre, mais celui-là je l'ai pas aimé, je lui mets 4. Je vais vraiment me faire tirer les oreilles. Ha. Bon, petits internautes, salut, je me casse avant qu'on m'arrache les oreilles. Hello, il m'a piqué le micro, ça commence bien. Alors nous, c'est les Camugues. Jérôme et Nathalie. Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Bien, aujourd'hui, on nous a demandé... Non, c'est à moi maintenant. Et bienvenue sur Des Blogueurs TV, faut dire. Ça commence bien. Elle était commerciale. Alors, on nous demande, je parlais à la première personne pour moi, on me demande de parler du roman d'un autre. Or, moi, je n'aime que moi. Et je ne parle que des romans que j'aime, c'est-à-dire les miens et les nôtres. Et à la limite, celui que Nathalie a écrit seule. Alors je fais un effort et je réfléchis, et qui est-ce que je peux conseiller? Il s'agit de Régis Descotte, qui a l'avantage d'être mon pote, en plus. Et puis il est français, et puis il écrit sacrément bien, et à chaque fois qu'il écrit un roman, c'est différent. Voilà, donc c'est ça qu'on aime aussi chez Régis. Mais alors, à la Griffe Noire, ok, tu vas parler de Régis Descotte. De quel bouquin tu vas parler? D'Obscura, sans me donner le choix. Demander le choix. Mais voilà, le Obscura, je l'ai pas lu. Moi, ce que j'ai lu, Pavillon 38, je crois que c'est celui-là, Pavillon 38, et son dernier né en grand format qui s'appelle L'année du rat. Qu'est-ce que tu as à en dire? Bah, moi, je les trouve super tous les deux, ils sont très différents. Et L'année du rat, c'est celui que j'ai lu en dernier. Et je vais laisser Jérôme en parler parce qu'il en parle sacrément mieux que moi. Moi je dirais une chose, le petit plus que peut m'apporter le fait d'être un auteur et de rencontrer des auteurs, c'est que je lis les romans de gens que je commence à connaître. Certains que j'aime bien, certains que j'aime pas. Et à la limite, ça n'a pas d'intérêt que je les aime ou que je les aime pas. Mais là, il se trouve que Régis est un type extra
et qui écrit super bien et qui a une personnalité extrêmement complexe, qui est un type que je découvrirais vraiment dans une trentaine d'existences, quelque chose comme ça. Et qu'en dire, ces romans sont d'une belle facture. Il a des personnages qui sont épais, fouillés. Régis Descotte est un barge également. Un authentique barge. Il a l'air doux, gentil comme ça, mais je pense qu'il est possiblement malade. Et ça se sent dans ses bouquins. Et c'est aussi ce qu'on écrit, nous, Nathalie et moi. Moi, j'ai pas l'air gentil, c'est vrai, mais Nathalie, elle a l'air vachement gentille. Et elle écrit des choses pourtant. C'est moi qui écris les choses les plus horribles. Mais c'est vrai que Régis, en plus, il a une vraie plume. Il va se coller vraiment à son histoire, à l'époque qu'il va raconter. Et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, d'un bouquin à l'autre, on a l'impression de lire un auteur complètement différent. Alors que pas du tout, c'est le même, mais à chaque fois, il se donne du mal et il fait vraiment des choses extraordinaires. Donc il faut lire absolument Régis Descotte, parce que c'est un excellent auteur français, et que des auteurs français, il y en a vraiment des bons, et qu'il faut les défendre, et vive les auteurs français. Non mais on est sur les déblogueurs TV, et il faut le dire. Bon, maintenant, on va peut-être parler un petit peu de nous quand même, hein, parce qu'il serait temps. Voilà, alors moi, je vais vous expliquer un truc. Un jour, je suis venue voir Jérôme avec une super idée. Je lui dis, voilà, si on racontait l'histoire d'un petit garçon, tatati tatata, et il me dit, ouais, ça ferait un super polar, on va l'enfermer, le cacher derrière les murs, etc. Et je lui dis, mais t'es fou, moi je veux pas du tout raconter cette histoire-là. Et il m'a dit, bah t'as qu'à l'écrire toute seule. Et je me suis retrouvée complètement un peu paniquée. Et finalement... Et je pensais qu'elle abandonnerait, évidemment. Et voilà, il pensait que j'abandonnerais, etc. Et finalement, j'ai réussi à écrire toute seule et j'étais super fière. Et c'est quand même grâce à mon Jérôme, à ma moitié d'orange. Et je le remercie de m'avoir permis de me lancer, de m'avoir fait confiance et de m'avoir soutenu tout le long de l'écriture de ce roman. Mais on écrit aussi des choses horribles ensemble. Et on a sorti au mois d'octobre l'année dernière, et pas sympa, un bouquin qui s'appelle Rémanence et qui est le 4e tome des aventures de l'horrible Kurtz. Voilà. D'ailleurs, je trouve que Jérôme est plus beau que Kurtz, mais bon, voilà. Donc là, c'est Jérôme qui va vous en parler parce que Kurtz sort quand même de la tête de Jérôme, et c'est quand même lui le zinzin du couple. Voilà, il a beau dire que j'écris des trucs horribles, mais c'est quand même lui qui écrit les trucs les plus atroces. Donc je vais vous le passer quand même. Allez, vas-y Jérôme. Tu veux que je parle de Kurtz ? Oui. Donne envie au lecteur d'acheter Rémanence et la trilogie des Voix de l'ombre. Enfin, la tétra. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour apprécier vraiment pleinement, et peut-être un peu contrairement à ce que dit Gérard Collard parfois à la télévision, pour apprécier pleinement Rémanence, il faut avoir lu Prédation, Stigmate et Instinct. Et ainsi, on peut avoir plaisir à connaître la floraison parce qu'on connaît les racines. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gérard quand il dit qu'on peut lire Rémanence tout seul. Moi je trouve qu'il a raison, mais évidemment on n'est jamais d'accord avec Jérôme. J'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai dit qu'il y avait plus de plaisir. Non, le plaisir est différent parce que là vous avez l'histoire des enfants quand ils sont grands, et une fois que vous êtes attaché à eux quand ils sont grands, bah, vous lisez l'histoire des enfants quand ils sont petits. Donc voilà, alors ça résume un petit peu notre vie quotidienne. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on a quand même réussi à écrire 8 romans ensemble, avec des histoires qui tiennent la route, et moi je nous félicite pour ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est drôlement bien. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait l'avion qui passe devant la plage, on vous rappelle qu'on est sur les Déblogueurs TV. Nous sommes sur les Déblogueurs TV, les Déblogueurs de la Griffe Noire, et on fait des gros bisous d'ailleurs en passant à Gérard et à Jean et à toute l'équipe, et on les remercie de nous permettre de nous exprimer sur ce canal. T'as des trucs à rajouter, mon chéri ? Bravo. Voilà. Bye. J'étais un peu sceptique là, hein, parce que les Kennedy, le mythe Kennedy, ça s'effondre un peu en ce moment. Mais bon, c'est Jacqueline Kennedy, avant-propos de Caroline Kennedy, c'est avec, ça s'appelle Avec John Fitzgerald Kennedy, c'est chez Flammarion. En fait, ce sont des entretiens que Jackie Kennedy a donnés à Schlesinger, qui était un des amis de Kennedy, un de ceux qui l'ont suivi, qui était démocrate, et elle parle à Schlesinger des années Kennedy, en 1964, c'est-à-dire quelques années après la mort de son mari, et elle va vous raconter, vu par Jackie Kennedy, vu de l'intérieur, et ben
toutes ces années avec lui, c'est-à-dire depuis son mariage. Vous allez apprendre plein de choses qui vont à l'encontre du mythe, c'est vraiment vu de l'intérieur, très sensible avec cette femme qui est brillante, qui est intelligente, qui, dans ce bouquin, il y a des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait. C'est une femme qui a quand même qui a redonné sa place aux femmes dans l'histoire américaine, qui a changé la vision de ce qu'était la politique, ce que devait être la politique, le visage, ça a commencé à être la médiatisation des hommes politiques, de la vie politique et tout. J'ai adoré ce bouquin. C'est-à-dire, il faut lire aussi la préface de Caroline Kennedy, qui est assez bouleversante. Alors, il faut toujours avoir le recul, parce qu'il faut savoir que la femme, la fille, c'est toujours l'interprétation de ces gens qui sont très près de l'homme, et que il faut avoir des avis contradictoires. Mais j'ai trouvé ça très touchant. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. La couverture est très jolie. Moi, je trouve, ça ressemble bien à ça. Et c'est une page de notre histoire. Et c'est l'histoire d'un mythe. Et puis, en fin de compte, le plus important, c'est pas si le mythe est vrai, c'est qu'en fait, le mythe existe et que ça permet de rêver un peu et puis donner peut-être des idées pour faire des choses actuellement. Ça s'appelle Jacqueline Kennedy avec John Fitzgerald Kennedy chez Flammarion. C'est un très, très, très beau bouquin. Amoureux de la lecture, salut. Aujourd'hui, je vous présente Harry Potter à l'école des sorciers. C'est le premier, mais bon, faut lire toute la série. Donc, de J.K. Rowling. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu les Harry Potter, mais qui ont vu tous les films, vraiment, lisez-le. Je sais qu'elle s'est fait assez de pognon avec et tout, mais vraiment, c'est génial, c'est exceptionnel. Lisez-le, et toute la série est formidable. J'ai que l'école des sorciers là, ici, mais pour toute la série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je mets 10. Vraiment, j'étais fan, moi. Après, quand X est décédé, j'ai pleuré. Petits internautes, à bientôt. Avant d'aller dormir chez Sonatine, alors ça, c'est psychologiquement une des plus belles choses que j'ai lues depuis longtemps. C'est-à-dire que le meurtre, si vous en avez marre des serial killers, des choses comme ça, vous lisez ça et vous allez découvrir quelque chose, comment on peut écrire un polar au suspense hallucinant rien qu'à la psychologie. C'est très simple, ça commence, une femme se réveille, elle est dans son lit, et qu'est-ce qu'elle voit? Un espèce de type qui a 50 à 60, non, une cinquantaine d'années. Et elle se dit, moi, qu'est-ce que je fais dans ce lit avec cet homme de 50 ans alors que j'en ai 20? Elle se tire, elle se dit, j'ai dû boire et tout. Elle voit des fringues à côté d'elle, c'est pas... Elle va dans la salle de bain et là, elle voit une femme qui a 55 ans et qui peut pas être elle. En fait, c'est elle. Elle a un problème, c'est-à-dire elle a une maladie, un symptôme qui est relativement courant quand on a eu un choc. C'est-à-dire qu'elle oublie absolument toute sa vie chaque jour. C'est-à-dire qu'il faut lui raconter chaque matin ce qu'elle a fait la veille et qui elle était. Et elle va voir l'homme, et l'homme va lui raconter. Il va lui raconter qui elle était. Le problème, c'est que elle a un psychiatre, et le psychiatre parle avec elle. Et ce que lui raconte son mari, il y a plein d'invraisemblances. C'est-à-dire que la femme qui lui fait croire qu'elle est, apparemment, c'est pas la vraie femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'avère que, en fait, son choc vient on l'a retrouvée dans la rue, elle était ensanglantée, il y avait un cadavre dans une chambre d'hôtel. Quel est le rapport avec son mari, le cadavre, sa maladie? Est-ce qu'elle va s'en tirer? Est-ce que le mari est un tueur et le tueur? Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'elle retrouvera la mémoire? Est-ce qu'elle va devenir folle? C'est hallucinant. Ça s'appelle Avant d'aller dormir de Watson chez Sonatine. C'est un grand, grand roman. Alors, si vous aimez le genre qui va à 100 à l'heure avec plein de bang-bang et de trucs, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez les polars subtils, intelligents, avec, vous savez, le genre qui vous trouble, qui va vous comprenez pas le truc. Et elle vous énerve, la fille, parce qu'à la fin, il y en a marre, quoi. On a envie d'être avec elle et de lui dire, bah oui, mais il y a 10 pages, tu faisais ça, hein, donc on voudrait bien l'aider. Prenez ce bouquin, ça va vous marquer longtemps. C'est une merveille de chez Merveille.
Bonjour, je suis Laurence Aura, je suis psychologue de formation, diététicienne depuis un peu moins de temps que psychologue. Je suis Laura Anhart, j'ai inventé un métier qu'on qualifie aujourd'hui de maman-chef. Parce que avant cela, il s'agit évidemment de diversification, donc on sort d'un régime lacté avec des impératifs médicaux assez stricts, et au-delà de ça, on arrive sur le partage, l'enfant qui va toucher, qui va faire avec vous, qui va goûter. L'idée de ce livre, c'était de donner des informations pratiques, utiles et expertes, aussi bien sur la dimension du goût, de la sensorialité, de la cuisine, que sur la dimension plus nutritionnelle au sens théorique du terme, de façon à ce que chacun puisse décider de ce qu'il a envie de faire. La maman, si elle va chercher au mot goûter, si elle va chercher à néophobie, si elle va chercher à fast-food, elle devait trouver des réponses. Si on a un problème sur les calories, de la même façon, Laurence va le contourner, va l'appréhender autrement que dans un livre médical. Il y avait vraiment cette idée de libération, c'est-à-dire se libérer des dictates de l'hygiénisme, c'est-à-dire il faut faire ci, il faut faire ça, on ne doit pas, on doit. Moi, j'avais envie qu'on puisse dire aux gens, vous pouvez, faites, sentez les choses, ressentez-les, mais pour ça, il fallait un petit peu les éclairer, les outiller. Donc c'est ce qu'on a fait. C'était aussi libérons les enfants, l'assiette de nos enfants, du trio pâtes, riz, pain. On a traité l'item compensation, l'item gourmandise, l'item grignotage, et puis d'autres plus lourds, le néophobie dont parlait Laura, cette peur qu'ont les enfants de la nouveauté qui touche 80% des enfants, donc tous les parents sont concernés. On a eu des débats, mais qui du coup m'ont poussé à faire des recherches justement pour étayer mes points de vue, et Laurence de même, et donc je pense que c'est le lecteur finalement qui en bénéficiera. Arrêtez de vous laisser écrasé par tout ce qu'il convient de faire, soyez autonome et surtout soyez heureux parce que l'alimentation, elle est là, elle est riche. Vous picorez dans le livre d'un mot, d'un éclairage à une recette, mais après mettez votre sauce. C'est pour se faire plaisir qu'on a fait ce livre. Jacques Expert. On fait un spécial Jacques Expert. J'adore Jacques Expert. Bon, sa femme est charmante, c'est une de mes meilleures amies, on fait de la télé ensemble. Enfin, là, c'est le top copinage, hein, je vous dis pas. Et puis Jacques Expert, on avait été un des premiers à le découvrir avec La femme du monstre. Tout le monde se foutait de nous quand on avait dit que La femme du monstre, c'était un livre, si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est en fait l'histoire d'une femme qui est d'un serial killer et ça analyse toute la philosophie, enfin toute la psychologie de cette femme. C'est un livre assez dérangeant comme généralement tous les polars de Jacques Expert. Donc il avait écrit La femme du monstre, il avait écrit La théorie des 6 qui m'avait vachement déçu, donc je n'avais pas dit du bien. Et il y avait un autre qu'il avait écrit qui était récemment, c'est qui était le dernier, qui s'appelait Ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils, qui était pour moi il n'y avait pas un mot de trop, c'est hyper dérangeant, les mamans s'en étaient pris plein la tête. C'est vraiment le genre d'auteur français qui, voilà, c'est linéaire et vous en prenez plein la tête, chaque mot vous, voilà. Et là, il vient de faire paraître Jacques Expert, Adieu aux éditions Sonatine. Et là, vous avez Valérie Expert qui me dit, Gérard, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, Valérie Expert et vous aurez à attendre parce que je n'en suis qu'au début, voyez-vous. Et le début, ma foi, n'est pas mauvais, mais la fin, souvent, on ne tient pas la distance, donc, et ben voilà, vous pouvez commencer à l'acheter, hein, parce que j'en suis aux 50 premières pages et c'est vraiment très bien foutu. Alors, soit vous risquez le coup, hein, et sinon, je vous le dirai, peut-être que c'est très 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 mauvais, hein, donc j'aurai un plaisir immense à dire du mal du mari de ma meilleure amie, hein, donc c'est Jacques Expert, Adieu Sonatine. Première saison, premier épisode, vous aurez la deuxième saison, deuxième épisode, la semaine prochaine. Bonjour, bonjour. Alors, vous savez, je ne vais pas vous le cacher que je suis l'amatrice de polar, ça depuis le temps, vous le savez. Eh bien, il y a encore mieux que le polar, il y a des histoires vraies, mais qui ressemblent à des polars, mais vraiment à s'y méprendre. Je ne sais pas si vous aviez lu L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy.
Mais là, c'est un peu un remake, mais c'est en fait une excellente enquête journalistique. Il s'agit de l'assassinat du docteur Godard. C'est écrit par Éric Lemasson, qui est journaliste, et c'est aux éditions Les Arènes. Alors ce docteur Godard, vous en avez tous entendu parler, je pense. C'est l'histoire d'un médecin qui avait disparu en mer avec ses 2 enfants, ses 2 jeunes enfants, un petit garçon et une petite fille. Et on a découvert, quelque temps après sa disparition, au domicile familial, des traces de sang qui correspondaient à l'épouse. Et puis voilà, on a donc, il a été poursuivi pour homicide. Donc on a essayé de le chercher un peu partout, tous les endroits où il pouvait être parti avec son bateau, avec son voilier. Et quelques mois après, on a découvert un crâne d'enfant remonté par un bateau qui a été authentifié tout à fait comme étant le crâne de la fille du docteur Godard. On pense que le crâne du petit garçon avait déjà été en fait repêché et a été rejeté dans les eaux. Et quelques années plus tard, on a retrouvé un fémur et le tibia du docteur Godard. Donc voilà, ils sont tous morts a priori. On n'a pas le cadavre de la femme, mais on pensait qu'il avait organisé sa fuite, son départ, et qu'il avait tué sa femme et qu'il y a eu un accident ou quelque chose et qu'il est mort avec ses enfants en bateau. Et puis, voilà que ce bouquin surgit en disant qu'un journaliste, donc Éric Lemasson, qui a remonté toute l'enquête, étonné par cette histoire, parce qu'il y a plein de choses qui collent pas dans l'histoire. Il y a le fait qu'il y a les témoins qui ont dit qu'on avait vu le docteur Godard sur certaines îles anglo-normandes, qu'on a retrouvé des mois et des années après sur certaines plages. On a retrouvé des indices, on a retrouvé la carte professionnelle du docteur Godard, on a retrouvé des traces des cartes d'assurance du docteur Godard, et puis on ne comprend pas pourquoi il n'avait rien sur son compte alors qu'il vivait très bien et pourquoi il est parti. Bon, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Éric Lemasson a remonté complètement l'enquête et il démontre dans ce livre, qui est extrêmement bien fichu et bien écrit, un peu parfois complexe parce que l'affaire est complexe, parce qu'en fait il y a une véritable histoire de mafia derrière tout ça, qu'a priori le docteur Godard aurait tué sa femme, serait parti pour fuir avec ses enfants et en fait aurait été assassiné avec ses enfants. Et voilà, le bouquin est vraiment très bien fait, il faut le lire parce que c'est une véritable enquête, c'est absolument passionnant et voilà, c'est vraiment une histoire qui est bien fichue et qui est très intéressante. Une découverte Griffe Noire, hein. Hamid Green, ou Green, je sais pas, c'est mon côté anglais, hein. En fait le mec, on doit dire simplement comme en français, Hamid Green, Camus dans le Narguillet, c'est aux éditions Après la Lune. Hein. Je veux dire, il n'y a que la Griffe Noire, les éditions Après la Lune, hein. Faut trouver. Alors, j'ai adoré ce bouquin, remarquez, vous me direz, si je ne l'aimais pas, j'en aurais pas parlé, ce qui n'est pas sûr. Hein. Bon, j'ai une idole, hein, c'est Camus, Albert Camus. Il y a les pro-Sartre, les pro-Camus. Moi, j'ai toujours été pro-Camus. J'ai été plutôt pro-Rousseau et contre Voltaire. Vous voyez, c'est toujours Et puis, dès que je vois Camus, je commande, je lis et tout. Et ça, c'est absolument fabuleux parce que c'est une réhabilitation de Camus. C'est un roman. Hein. Alors, l'histoire, elle est très simple. Vous avez un jeune homme. Il y a son père qui est très riche. Il aime moyennement son père. Mais son père, malgré tout, lui lègue sa fortune une fois mort. On est en Algérie, hein, je spécifie. On est dans les années 60 à peu près, je pense. Un peu plus des années 60. Mais ce père avait un frère, un oncle très très jaloux. Et pour se venger du fils, il lui dit, écoute, n'importe comment, tu n'es pas le fils de ton père ni de ta mère, tu es le fils d'Albert Camus. Ce jeune homme est prof de français. Et là, il est complètement bouleversé parce que Camus est une sorte d'idole pour lui. Il se dit, c'est pas possible. Et il va aller à la recherche de Camus en se disant, est-ce que vraiment je suis le fils d'Albert Camus? Et alors, il va aller se balader partout. Il va aller se balader dans Bellecour, voir... alors, vous allez vous imaginer, vous allez découvrir qu'il y a 2500 maisons de Camus parce que tous les gars veulent vendre la maison plus chère, aller faire visiter aux touristes. Il va redécouvrir plein d'amis de Camus, mais des amis d'enfance qui jouent au foot. Vous allez découvrir un autre Camus, c'est-à-dire un Camus qui aimait les femmes, un Camus solaire qui aimait vraiment comme vous, qui était... Parce que Camus s'est traîné longtemps un truc, c'est de se dire qu'il n'était pas assez indépendantiste par rapport au FLN, par rapport à Sartre. Et là, vous allez découvrir qu'il va avoir beaucoup plus aidé cette indépendance que beaucoup d'écrivains algériens, que lui, il était pour le fédéralisme, c'est-à-dire qu'il se disait pourquoi se séparer, pourquoi pas vivre ensemble. Vous allez vous balader sur les côtes algériennes qu'il aimait avec le soleil. Il y a le portrait d'une jolie femme que cet homme va découvrir.
va rencontrer, qui va lui faire rencontrer un des meilleurs amis de Camus. C'est absolument fabuleux. Ça se lit, je l'ai fait lire à tout le monde et tout le monde a adoré. C'est vraiment une bonne façon de découvrir Camus. De l'Algérie, aussi l'Algérie des années 50-60. C'est pas très forcément sympathique pour Sartre. On apprend par exemple que Camus avait refusé de dormir avec Simone de Beauvoir, ce qui explique une certaine acrimonie entre les deux. Puis c'est un bel homme, je veux dire une belle âme, comme on dit, comme dirait un chanteur qui a été célèbre il y a quelques années. C'est bon, c'est mon idole, c'est quelqu'un qui a essayé de vivre la philosophie il n'a pas essayé de plier la vie à sa philosophie, il a essayé de faire une philosophie en façon de la vie. C'est très solaire, c'est très algérien, c'est très plein de défauts. Enfin, cet homme, il est plein de défauts, plein de fêlures, mais aussi plein de courage. C'est magnifique. C'est écrit, il n'y a pas de problème. C'est Hamid Green, c'est Camus dans le narguilé aux éditions Après la Lune. Le seul regret, c'est que ce soit le seul qui soit édité en France et qu'on puisse pas lire quelque chose d'autre que lui. Et voilà, moi, c'est une de mes belles découvertes et c'est une belle découverte. On va résumer la chose. Ils ont sorti un coffret spécial Noël, Ken Follett, Les Piliers de la Terre, avec la suite, Un monde sans fin. Ça, c'est génial. Je trouve que, c'est deux excellents livres, mais je trouve que quand même la couverture, comme dit Fred, il y a pire. Ça, c'est vrai qu'on peut trouver pire que Madeleine Chapsal ou François Bunel, mais là, quand même, ils se sont pas cassés. En plus, je trouve que ça ressemble pas du tout ce côté, enfin, bon. Voilà. Mais achetez-le parce que le contenu est très sympa et que c'est bon, la référence en roman policier. Non, roman historique. Vous voyez, là, j'ai beaucoup bu, donc je suis un peu fatigué. Donc voilà, allez-y, vous pouvez y aller. Je suis écrivain de thriller essentiellement, même si j'ai plutôt commencé par des romans de fantasy et de fantastique, mais maintenant je me consacre plutôt au thriller et je viens de publier mon 4e thriller, qui sont plutôt des thrillers ésotériques. Le coup de cœur que j'ai choisi pour le salon de Saint-Maur, c'est un roman d'Olivier Descos, qui n'est pas son tout dernier, qui s'appelle L'Ordre Noir. Qui a été publié en poche aux éditions J'ai lu. C'est un roman que j'aime beaucoup. Alors d'abord parce que Olivier fait partie des auteurs de thrillers français que je suis et que j'aime énormément. Il fait partie de la Ligue de l'Imaginaire qui compte toute une bande d'auteurs et on se lit beaucoup les uns les autres. Et voilà, mon petit coup de cœur, c'était plutôt ce roman-là d'Olivier Descos qui... D'abord parce que c'est un roman où le suspense est vraiment haletant. Ensuite, c'est un roman qui fait voyager dans le monde entier. Et puis surtout, c'est un roman où Olivier a mis en avant quelque chose qu'il connaît bien parce qu'il était avocat avant de devenir écrivain. Donc je vais pas dire que c'est le John Grisham français, mais c'est vrai que tout ce qu'il peut connaître du monde des avocats lui a permis d'enrichir et de faire un personnage vraiment, vraiment profond. Le héros est un avocat, son père était aussi un avocat, et au début du roman, le père tombe dans le coma et le fils découvre évidemment que son père avait un secret caché. Il trouve une clé dans le bureau de son père, et à partir de cette clé, il va dénouer toute une intrigue et être conduit à travers le monde, plus ou moins à la recherche d'une secte néo-nazie un peu bizarre. C'est un roman que je recommande d'abord parce qu'il y a énormément d'action et de suspense et que donc on s'ennuie jamais. Ensuite, Olivier Descos écrit très très bien et on a souvent tendance à penser que les auteurs de thrillers français ne sont pas capables d'écrire aussi bien que les Américains. C'est complètement faux. Il y a beaucoup d'auteurs français qui écrivent aussi bien, si ce n'est mieux que bien des auteurs américains. C'est le cas de Granger, c'est le cas d'Olivier Descos, c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Mon dernier roman s'appelle Les Cathédrales du Vide, qui est paru aussi aux éditions J'ai lu. Et en réalité, c'est une deuxième aventure d'un personnage qui s'appelle Harry Mackenzie et que j'avais déjà mis en scène
dans le précédent roman qui s'appelait Le rasoir d'Occam. Et quelque part, il poursuit un peu l'enquête qu'il avait commencé dans Le rasoir d'Occam. Harry Mackenzie, c'est une sorte de vilain petit canard des renseignements généraux, à savoir qu'il supporte pas très bien la hiérarchie de la police nationale à laquelle on doit se plier quand on est aux renseignements généraux, d'autant plus que le roman commence au moment où les RG ont fusionné avec la DST, donc c'est une période un peu trouble. Et il dirige un département aux renseignements généraux qui travaille sur les dérives sectaires et du coup il est souvent amené à enquêter sur des groupes un petit peu occultes. Il a une grande érudition en matière d'ésotérisme et d'occultisme, etc. Tout en étant quelqu'un de très très cartésien et donc perpétuellement dans le doute. Et dans ce roman-là, en fait, il va être mis sur la piste d'une ONG qui est un petit peu sulfureuse. Il va découvrir petit à petit quelque chose que je dénonce dans ce livre et qui existe malheureusement dans la réalité, à savoir que certaines ONG, sous prétexte de protection de l'environnement, récupèrent des territoires entiers sur le sol africain. Et petit à petit, quand on fouille, on découvre qu'il y a, comme par hasard, du diamant ou du coltan notamment, qui est une matière première très précieuse parce qu'elle permet de fabriquer les puces des téléphones portables. Donc voilà, de fil en aiguille, il va enquêter sur cette ONG et découvrir qu'elle a des intentions plutôt mauvaises.